La mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 22 juin 2022 et je voudrais commencer une petite digression à partir des livres. J'ai dans ma bibliothèque une quantité de livres que j'ai chinés. Pour le livre, la plupart du temps, je ne les ai pas lus. Certains, je les picore un peu comme ça. Mais là, j'ai chiné il y a quelques jours ce livre qui est très joli. Je l'ai pris pour la reliure, en fait. Ça s'appelle Le paroissien romain. Alors pourquoi romain, j'en sais rien. Voilà. Et la reliure est très belle. Ah ben tiens, il y a une date. 1er juin 1933, je ne l'avais pas vue. Voilà. Il y a cette date-là qui est écrite. 1er juin 1933. Voilà. Et en fait, je pense que dans ces livres, j'ai une quantité de livres religieux, anciens, même du XVIIIe siècle, etc., que j'ai trouvé dans des salles de vente ou des choses comme ça, des vide-greniers. Et souvent, chaque fois que je les ai un peu ouverts comme ça, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose, il y avait de la pertinence. Alors, à mon sens, ce qui est écrit, c'est de la conviction pure. Alors, ça a été écrit à différentes époques, et bien souvent ça remonte au temps presque biblique, quoi. De tous les livres sacrés, hein, je ne parle pas simplement, là il se trouve que c'est paroissien romain, je pense que c'est que du christianisme, mais à mon sens, tous ces livres sacrés ont de la pertinence. Ça ne nous parle plus, parce que les mots ont changé, parce que la plupart du temps, ils ont été écrits par des gens qui ont été en éveil, qui ont vécu une expérience mystique. Et donc, c'est très difficile de transcrire en mots l'expérience mystique, naturellement. Une expérience d'extase, ça peut... On n'est pas obligé d'avoir une foi, de croire en Dieu ou de croire voilà, en une puissance créatrice pour être soumis ou pour ressentir à un certain moment, accidentellement, une expérience mystique. Genre extase, voilà, béatitude, nirvana, un état comme ça, voilà, un état sublime qui va nous faire ressentir des choses qu'il va falloir expliquer. Pour celui qui veut les expliquer, la plupart d'ailleurs ne cherchent pas à les expliquer, les gardent intimement, voilà, les gardent au fond d'eux. Il y a un petit peu de crainte de passer pour un illuminé, etc. Et surtout en ce moment où la religion n'est pas en odeur de sainteté, comme on pourrait le dire. Et donc, il faut les transcrire. Alors, comment c'était transcrit il y a 2000 ans, c'était une chose. À l'époque où les grands mystiques ont écrit la Bible, enfin voilà, ont amélioré la Bible, ou ont écrit des livres sacrés, ou voilà, tous ces grands mystiques, Saint Thomas, Maïmonide, Mahomet, etc. Voilà, ils ont écrit avec des termes qui étaient liés à leur époque, avec leur vie, etc. Mais il n'empêche que ça partait d'une expérience, et c'est ce que je veux démontrer. Je veux démontrer la pertinence de ces choses. Voilà.
Donc j'ouvre n'importe où et je commence à lire voilà, des choses et je vais digresser à partir de cette lecture. Alors, c'est en lien avec mon travail philosophique qui s'intéresse justement à ces cas d'extase et qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité. Et dans ma théorie que je développe sur mécaniqueuniverselle.net, j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, justement la paix universelle, une perfection technique, etc., sociale, voilà, tout ce qu'on peut espérer, tout ce que nous travaillons intuitivement. Là, on ne s'en rend pas compte, mais on travaille intuitivement à faire évoluer le droit, à rendre l'homme, à faire de l'homme qu'il ne soit plus un loup pour l'homme, de moins en moins, etc., qu'il abuse de moins en moins ses congénères, qu'il soit de moins en moins violent, qu'il soit de plus en plus solidaire, que nous avancions vers l'unité, vers l'universalité. C'est tout un chemin dans l'histoire de l'humanité. Il y a 10 000 ans, les tribus ignoraient, les groupes humains ignoraient qu'existaient à 1000 kilomètres d'autres êtres humains. Et là, progressivement, la réunion des choses, la réunion des groupes humains autour des tribus, des cités, des pays, etc., plus les développements techniques font que maintenant on est conscient de cette planète, on a une vision globale de l'ensemble humain. La plupart des êtres humains ont la conscience d'être sur cette planète, d'appartenir à une humanité, etc. C'est nouveau. Et tout ça, ça participe de l'évolution. Et nous allons vers cette unité, vers cette universalité, vers cette perfection. Et dans cette perfection, il y a la capacité à vivre l'extase de façon simple, sans voilà, l'humanité tombera en extase en somme quand elle atteindra, selon moi, hein, c'est ma théorie, c'est celle que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. L'humanité finira par atteindre une totalité d'états extatiques. Voilà, elle n'aura plus besoin de construire, elle n'aura plus besoin de toutes ces pulsions, de toutes les pulsions qui nous servent à construire, les positives comme les négatives, qui nous servent à construire cette humanité, la quête de pouvoir, de richesse, de reconnaissance, de célébrité, enfin toute, voilà, qui pousse, qui motive des êtres humains à développer des choses. Voilà, Zuckerberg, comment il s'appelle, Jeff Bezos, voilà, tous ces, ils sont animés par des forces vraiment puissantes. Au début, c'était juste une reconnaissance, peut-être une quête de richesse, etc. Et puis, progressivement, ils arrivent à développer un truc qui les dépasse, qui dépasse tout, qui dépasse finalement l'ensemble et qu'ils mettent au service de l'humanité. Voilà. Et donc, cette énergie qui a poussé, même si certaines de ces forces qui les ont motivés n'étaient pas orgueilleuses, étaient bassement humaines, quoi. Hein, mais c'est comme ça. On est fait d'esprit de compétition, de jalousie, etc. On a plein de moteurs comme ça qui sont un peu des moteurs un peu négatifs, mais c'est les moteurs de l'humanité. Et on doit les reconnaître comme... voilà, c'est bien. Voilà, on ne peut pas dire, même si on doit critiquer l'égoïsme, le narcissisme, etc., des choses qui font qu'on s'affirme aux dépens d'autrui, mais en même temps, on doit constater que ça permet une évolution.
Et c'est pourquoi la plupart des choses sont comme ça. Et donc, on doit les juger avec une extrême tolérance, en réalité, avec une extrême bienveillance, peut-être pas tolérance, mais bienveillance. Voilà. Et c'est pourquoi on peut comprendre que, par exemple, moi, je lutte contre la mentalité colonialiste, etc. Le colonialisme, ça a été quelque chose qu'on doit critiquer sous la plupart de ses aspects. Mais si on resitue, on doit aussi resituer les choses. Alors, le problème, c'est que ça contraint bien souvent, cette intolérance ou cette binarité ou ce machiavélisme, on pourrait dire, ou cette façon noire et blanche, bien et mal de juger les choses en éliminant le gris, en éliminant les choses intermédiaires, font qu'on on est injuste en fait. Et on va se retrouver avec deux bords extrêmes, avec des extrêmes finalement. Ça fait partie de l'évolution, c'est aussi un moteur de l'évolution. Mais ces extrêmes font que il va y avoir les anticolonialistes, par exemple, pour reprendre ce cas de figure, les anticolonialistes forcenés, qui vont trouver que du négatif dans la colonisation, et les défenseurs du colonialisme qui vont voir que les côtés positifs du colonialisme. Évidemment, il y a les deux. Il y avait l'asservissement d'un peuple qui ne pouvait pas durer, qui était malheureusement bassement humain, parce que les hommes à l'époque, c'est pas qu'ils ne voulaient pas se comporter correctement, mais ils ne savaient pas comment le faire. L'évolution humaine n'avait pas encore atteint un seuil qu'elle n'a toujours pas atteint de respect d'autrui et de partage et d'échange qui aurait pu faire que l'Occident, par exemple, qui va à la rencontre de l'Afrique ou de l'Amérique, il va avec une bienveillance, un désir de partage, d'apporter ses connaissances, de prendre la connaissance des autres, un respect de la culture, etc., qui aurait fait que ça aurait été une évolution symbiotique. Et très certainement, voilà, ça aurait permis une rencontre qu'on ne pourrait pas critiquer aujourd'hui. Mais c'était pas possible. À l'époque, c'était impossible. Les êtres humains n'avaient pas, et même maintenant, c'est encore impossible. On a évolué, bien sûr, depuis 200 ans, mais on se rend compte qu'on rencontre encore l'autre civilisation qu'à travers la violence. Les jeunes Américains ont pris conscience qu'il existait des jeunes Irakiens, qu'ils avaient une culture, un truc, en étant habillés en militaire, en étant dans un système de domination, de la violence, etc. Et c'est affreux, quoi. Et on est encore dans cette configuration. Là, voilà, il y a une guerre encore qui est en route. Il y en a plein d'autres guerres en Irak, au Yémen, etc. Et on n'a pas d'autres moyens, l'homme n'a pas encore d'autres moyens de résoudre ses problèmes, de rentrer en relation avec d'autres cultures, etc., que par cette violence. C'est pitoyable, mais c'est juste ce qu'on peut constater. Et donc, dans la colonisation, oui, effectivement, on pourrait avoir une position centrale en disant la façon était injuste, la façon de se rencontrer, d'aller vers l'autre a été d'abord prédatrice, sourde à l'autre. L'Occident n'a pas voulu entendre
la religion, la spiritualité, la culture de ces pays qu'ils ont conquis. Et donc, alors, en même temps, il y a eu des gens qui ont compris cette culture. Les artistes, la plupart des artistes, les peintres qu'on appelle les orientalistes, étaient complètement fous, amoureux de cette culture. Ils ont découvert quelque chose. Et donc, eux avaient une vision universelle, pour la plupart. Les philosophes, pareil. Les spirituels, pareil, ils sont allés à la rencontre de cette culture. Mais voilà, là, ce qui a pris le pouvoir en réalité, et je pense qu'au départ, peut-être que la colonisation, pour parler d'elle, la colonisation s'est faite sur des idées généreuses, un désir d'amener d'apporter du progrès, etc., du progrès social, du progrès culturel, du progrès, etc. Peut-être que c'était la base, il faudrait bien se renseigner là-dessus. Seulement, ce sont les colons les plus durs, les plus prédateurs, qui ont pris le pouvoir, comme bien souvent. Et peut-être que c'est ce qui s'est passé aussi pour la conquête de l'Amérique. Au départ, peut-être que Marco Polo, peut-être que Christophe Colomb avait des intentions positives. Peut-être que dans la lutte de Valladolid entre Sepulveda et bref, voilà, il y avait une vision positive de religieux bien particuliers, hein, qui avaient une vision positive, humaniste, et peut-être que le départ était parti sur ces intentions. Malheureusement, les plus violents l'ont emporté, et ce sont toujours les violents qui l'emportent, comme pour paraphraser un livre d'un auteur américain. Malheureusement, c'est le cas, c'est ça. Les violents l'ont emporté. Les violents l'ont emporté dans la colonisation, par exemple la colonisation française en Algérie, Maroc, Tunisie, etc., ou belge, tel endroit. C'est bien souvent l'oppression, le narcissisme, le désir de domination, la peur, bien sûr, c'est souvent motivé par la peur, qui l'a emporté. Mais c'est juste humain. Voilà, c'est triste à dire. On ne peut pas faire encenser la colonisation à cause de ça. Donc il est préférable de contester, de critiquer la colonisation pour dire il ne faut plus jamais ça, plus jamais de contact comme ça, tout en étant assez conscient de ce qui s'est passé, ce qui a été apporté, en même temps le pire comme le meilleur, certainement, et voilà, en tirer des conclusions qui doivent être positives. On ne doit pas se comporter comme ça avec les autres cultures, avec autrui, etc. On n'a pas à être dans ce sentiment de domination, ce sentiment, etc. En même temps, voilà, on peut comprendre les choses. Donc voilà, je vais commencer, en fait. Bon, je vais l'intituler politique parce que c'est quand même une entrée en matière un peu politique, cette chose-là. Donc je vais finir là-dessus et je ferai une autre vidéo sur la spiritualité. Donc
La plupart des choses sont comme ça. On- on- elles entraînent la nature humaine actuelle encore, la- l'état d'esprit de l'humanité qui est encore archaïque, qui est encore extrêmement euh, imprégné de notre culture primate, où des dominants imposent euh, leur vision, leur agressivité, par l'agressivité, leur vue sur l'ensemble du groupe, sur les dominés, etc. Voilà, cette mécanique qu'on a héritée de notre origine, de nos origines primates, elle est encore présente dans l'humanité. Même si de siècle en siècle, de décennie en décennie, on, euh, on, on râpe les crêtes de cette violence, de cette oppression, de cette injustice, de cette façon de nous comporter. De plus en plus, grâce à l'évolution du droit, grâce chaque année, on fait évoluer notre droit, on empêche des oppressions qui sont encore légales, on les rend illégales, etc. Et en faisant ça, en développant notre législation, on maîtrise progressivement le caractère humain, le, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc. Et on développe au contraire les idées généreuses. Alors, même si parfois, comme maintenant, il y a des moments de recul dans l'évolution humaine. C'est comme ça, on passe par des périodes d'évolution, des périodes d'évolution comme ça, puis moment de recul, puis évolution, puis moment de recul, puis évolution, mais globalement, ça grimpe. Voilà. Et là, on est dans une période un peu régressive, même si globalement on progresse, l'humanité a progressé. Par exemple, je parle de cette période régressive, je fais référence à ces 4 décennies depuis les années 80 qu'on vient de vivre, les décennies sous le néolibéralisme. À partir du moment où le libéralisme a fait tomber le communisme et ses valeurs, il a jeté le communisme avec l'eau du bain, avec ses grandes valeurs d'égalité, de solidarité, de fraternité, d'universalité, etc. Toutes ces grandes valeurs que le communisme essayait de développer, a développé d'ailleurs dans la période du RSS. Il a des choses énormes, positives ont été réalisées. L'ensemble des peuples était dans une égalité. Il y a quelque chose de... Pour l'instant, on n'a fait que le procès. On est encore dans la période où le néolibéralisme a voulu écraser complètement son adversaire de 100 ans, un adversaire de presque 100 ans que le capitalisme a combattu. Donc quand il a réussi à le vaincre, alors là il est rentré dans une euphorie toute puissante et sourde, et il a essayé de mépriser, de faire mépriser en fait le communisme et tout ce qu'il composait, et donc y compris ces grandes valeurs d'universalité, de fraternité, etc., qu'ont connu la Russie, d'égalité homme-femme. Il y a eu des choses magistrales qui ont été faites dans cette période-là. Et malheureusement, encore une fois, comme toujours, c'est souvent les plus violents qui l'emportent. Et dans ce cas, encore une fois, la révolution se fait en Russie, une révolution violente, émerge un groupe de leaders
qui peuvent prendre les rênes de cette nouveauté. Voilà, le communisme, un fonctionnement communiste, et ce sont les violents qui l'emportent. C'est Staline qui va l'emporter sur Trotsky, sur d'autres penseurs qui étaient d'autres révolutionnaires qui étaient sans doute beaucoup plus centraux, beaucoup plus aptes à une gouvernance douce, respectueuse, qui aurait pu s'éviter de faire partir tous les Russes blancs, de massacrer, etc. Comme ce fut le cas avec la Révolution française. Voilà, il y a toujours, à un certain moment, les violents l'emportent. Alors comment faire pour, dans l'avenir, éviter que les violents l'emportent? Ça serait une bonne réflexion pour l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préserver de ces mouvements systématiques qui font que un groupe de dominants est trop sourd devant un changement réclamé par le peuple? Voilà, les aristocrates avant la Révolution française, ils n'entendent pas, ils ne veulent pas bouger les choses. C'est très difficile quand on a un patrimoine, quand on a des acquis, quand on a accumulé des richesses, des pouvoirs, etc., des choses comme ça. On est assis sur quelque chose qu'on ne veut pas perdre, même si on l'a pris illégalement. Hein. Un gangster, voilà, un mafioso sicilien, qui a accumulé un tas de richesses, si l'État vient lui prendre le tout pour le distribuer, c'est ce qu'ils sont en train de faire quand il n'est pas content, il trouve ça injuste. Voilà, donc on est devant cette injustice, ce sentiment d'injustice, même vis-à-vis de l'injustice. Et l'aristocratie, en 1760, 70, 80, ne comprenait pas que le monde avait changé, qu'il fallait qu'il change, qu'il fallait qu'il partage le pouvoir, les richesses, etc., tout un tas de choses. Et devant cette surdité, l'humanité, elle ne s'embarrasse pas de principe. L'humanité, c'est un grand fleuve. Donc, d'abord, c'est la conscience qui essaye d'éclairer ses dominants. Il y a eu tout un tas d'écrivains qui montraient qu'il fallait que ça change. Rousseau, etc., tout un tas de philosophes montraient que les temps devaient changer. Ils essayaient d'éclairer ces surdités. Mais l'aristocratie était incapable. C'était pas sa faute, elle était incapable de changer. C'est comme un forcené qui est dans un village qui s'est accaparé quelque chose. On peut aller lui dire, bon, il y en a marre, il faut que vous rendiez ça, etc. Il va résister jusqu'à ce qu'on soit obligé de le lui enlever de force. Et c'est ce qui s'est fait avec la Révolution. La Révolution française, au tout début, il y a eu la violence qui s'est imposée, mais apparemment, je suis en train de lire un bouquin là-dessus, on dirait que il y avait la possibilité d'une sorte de réconciliation, mais qui n'a peut-être pas entendu vraiment ce que réclamait le peuple et les nouveaux bourgeois qui voulaient une part du pouvoir, etc. Donc, qui n'a pas entendu véritablement les choses. Il voulait peut-être préserver la royauté, voilà, préserver certains privilèges, alors qu'il était plus judicieux de dire, bon ben ok, d'accord, on passe sur un autre système, la démocratie, la République, etc. Et d'accord, on va trouver une autre solution, peut-être une solution à l'anglaise, voilà, avec un roi qui est
qui est un peu symbolique dans le truc. Mais bon, bref. Au lieu de ça, ça a été la surdité. Et donc, la violence. Et donc, c'est toujours les extrêmes qui prennent le pouvoir. Et en prenant le pouvoir, ça a empêché de faire une révolution qui pouvait être pacifique, sans violence, qui pouvait être partageuse et réconciliante, comme ça s'est fait par exemple en Afrique du Sud. Voilà, grâce à l'esprit spirituel d'un Nelson Mandela et des gens comme ça. Voilà. Et certainement des Blancs qui étaient aussi capables de pouvoir dire, voilà, trouver un point d'entente. Et donc, c'est ce problème des extrêmes comme ça, des moments de tension font que on ne peut pas évoluer, on peut évoluer que par violence, que par la confrontation de ces extrêmes. Et là, le néolibéralisme, en rentrant dans la toute-puissance, c'est les oligarques qui ont pris le pouvoir, la surdité qui s'est mise en route, ils ne veulent pas lâcher prise. Là, le peuple a beau réclamer, etc., ils ne veulent pas changer de modèle. Ils veulent encore rester sur des... Et on le voit, cette guerre en Ukraine, c'est les vieux modèles qui sont encore à l'affiche, quoi. C'est incroyable, c'est dingue. C'est les faucons américains qui ont préconisé de provoquer à bloc le pouvoir russe, les faucons qui étaient derrière les Russes et qui ont mis de la surdité au pouvoir russe et à Poutine pour dire bon, il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas se laisser faire, etc. D'un autre côté, voilà, ces deux extrêmes qui se sont retrouvés dans une extrémité simplement parce que c'est l'inconscience de la possibilité d'autre chose que le système dominant dominé. C'est impossible pour eux de penser partager le leadership. C'est impossible. Il n'y a pas, c'est quelque chose qui n'est pas concevable dans leur état d'esprit. Ça, c'est incroyable parce que c'est primate au possible. Un primate, il ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas lui faire entendre raison à un primate au dominant qu'il faut qu'il partage le leadership plutôt que chaque fois qu'un prétendant s'approche et veut se bagarrer avec lui, au lieu d'essayer de trouver un point d'entente, il est incapable de ça. Il faut qu'il garde le leadership à tout prix. C'est son instinct qui parle, c'est pas sa conscience. Et les faucons américains sont exactement sur ce principe-là. Ce sont des faut le dire, des bourrins incapables de concevoir une autre chose que la lutte, que l'épreuve de force. Idem pour les faucons russes, qui sont des bourrins également, incapables d'imaginer autre chose que l'épreuve de force. Pour eux, c'est toujours, si on cède, ça sera un aveu de faiblesse, l'autre va nous abuser. Et les Américains font exactement la même chose. Si on laisse passer, si on provoque pas jusqu'au bout, si on n'est pas dans le système de domination, les Russes, les Chinois vont nous dominer et nous asservir. Non, peut-être pas, c'est peut-être plus le temps. Et peut-être qu'on n'entend pas réellement l'autre. Peut-être qu'il y a une méconnaissance de ce que veulent réellement les Chinois, de ce que veulent réellement les dominants chinois, les dominants russes. Peut-être qu'il y avait une erreur. Et peut-être qu'il y avait une erreur du côté des Russes devant l'offensivité américaine. Peut-être que ça a été surinterprété, etc. Bon, bref,
c'est de la primatitude pure et simple. On ne peut pas critiquer ça, c'est comme ça. On est encore des primates et on se comporte la plupart du temps comme ça. Quand on nous met sur la défensive, on sort tout de suite les crocs, on sort tout de suite voilà, on bloque le cerveau, la raison, et on va dans 90% pour 90% de la population, on va à la violence, quoi. Voilà. Donc on est dans cette mécanique-là. Et c'est vraiment dommage, mais c'est notre type d'évolution. On pourrait commencer à évoluer d'une autre manière. Les dominants occidentaux ont intérêt. Ils sont vieux dans leurs esprits, même les jeunes, même les très jeunes, même nos chefs d'État il y a des chefs d'État jeunes qui sont apparus, mais ils sont vieux dans leur esprit. Ils ont une mentalité vraiment passéiste, et même s'ils font, on le voit dans ce qu'ils vont chercher chez les jeunes, là, quand un chef d'État va chercher Carlito et je ne sais pas quoi, là, je n'ai jamais vu, enfin j'ai regardé un petit peu ces trucs, mais c'est des vieux jeunes qui vont prendre comme modèle. Ils vont s'intéresser à des jeunes qui sont vieux, et parce qu'ils imitent ces vieux qui sont vieux, et donc on se retrouve dans un monde de vieux, quoi. Dans les médias, ce sont des vieux esprits qui dominent les médias. Les oligarques occidentaux la plupart du temps sont des mentalités de vieux. Enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. On n'est pas dans un monde qui est capable de concevoir qu'on est à l'orée d'un fonctionnement universel, qu'on est logiquement, qu'on doit bannir logiquement l'évolution par la guerre, par la violence, par la domination. Ils ne sont pas conscients de ce truc-là. On est dominé par des esprits dominateurs, en fait, même les jeunes qui sont ultra médiatisés, là, c'est dans ce qu'ils nous montrent dans les médias comme étant des artistes. Bon, heureusement, l'art réel, il est underground, hein, il ne passe pas dans les médias, mais les artistes qui nous montrent sont extrêmement, pour la plupart, sont extrêmement réactionnaires, extrêmement avec des idées complètement anciennes, quoi. C'est vraiment incroyable. Et donc, on patauge dans une sorte de vieillesse, là, qui n'entend pas les jeunes, qui n'entend pas réellement la jeunesse, et les vrais jeunes qui veulent changer clairement de monde, de modèle, et s'universaliser, quoi, parce qu'ils sont complètement universalisés dans leur tête, ces jeunes-là. Voilà. Et nous, on est encore on patauge dans ce nationalisme négatif, parce que le nationalisme, c'est très, très intéressant, c'est très bien, mais il faut que ça soit ludique. Voilà, que ça soit pas un nationalisme offensif, de combat, un nationalisme violent, un nationalisme ludique, bienveillant, qui, bien sûr, parce que moi je me sens extrêmement heureux, fier d'être français, et je suis voilà, j'aime ce pays, mais par-dessus tout. Et pourtant, je suis d'origine, voilà, mes origines sont d'immigrés, comme la plupart comme beaucoup d'entre nous. Mais et cet amour, tout immigré là, naturellement, si on ne le pousse pas dans son reculoir, et si on a ce problème avec les jeunes de banlieue qui vont sans avoir connu leur pays d'origine, être plus voilà, plus
plus algériens ou plus marocains ou plus africains que français, c'est juste parce qu'on les agresse, parce que en fait, c'est pas, ça vient pas d'eux, c'est l'agression qui pousse dans son reculoir l'autre. C'est pas l'inverse. Moi, j'ai eu une période révoltée, une période où alors que je ne suis pas né en Italie, mes parents sont nés en Italie. Moi, je ne suis pas né en Italie, mais on me traitait, dans l'enfance, mes copains me traitaient de sale italien. Et ils me traitaient comme ça parce qu'ils l'entendaient chez leurs parents, c'est tout. C'était, voilà, leurs parents parlaient de ça, mais tu traînes avec ce sale italien, etc. Donc ils disaient des choses comme ça. Moi, je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient ça. Puis ça m'a révolté. Donc on se bagarrait, on était dans ces trucs-là. Et ça a fait de moi quelqu'un qui me réclamait vraiment. J'ai eu une période vers 16, 17 ans, 18 ans, où je me réclamais fier d'être italien, etc., etc. Et heureusement, j'ai compris, grâce certainement aussi à mes parents qui avaient cet amour pour la France, qui les avait bien accueillis, etc. Mais, et puis, voilà, j'ai compris que c'était absurde, que c'était pas le cas, et là j'ai réalisé en réalité que c'était une réaction. Et bien cette réaction, elle est légitime pour cette jeunesse quand elle est agressée. Quand on rend de l'agressivité à une jeunesse, on la renforce dans son retranchement, dans sa spécificité, dans son communautarisme. En fait, c'est l'agresseur qui provoque le fondamentalisme. C'est ça qui est vraiment incroyable. Donc ça devrait être compris par nos hommes politiques, ça devrait être compris par les médias, ça devrait être compris par ceux qui passent dans ces médias BFM, etc., CNews, en permanence, qui font office de grands connaisseurs de la psychologie, de l'âme humaine, de la société, etc., et qui comprennent rien du tout. Mais rien, c'est des bourrins, des naïfs, même pas des naïfs, non, des archaïques, quoi. Voilà, qui croient que tout est noir et blanc et qui voient rien entre les deux et qui se pensent en plus du côté du bien, qui sont dans une suffisance absolue, qui pensent qu'eux, ils ont tout... et qui n'arrivent même pas à comprendre réellement ce qui se passe dans l'esprit d'autrui dans ces choses-là. Et donc, eux, ils renforcent constamment ce truc-là. Et donc, on avance dans cette surdité, et on avance jusqu'au clash, quoi. On va au pire, parce que ils sont sourds et ils avancent, quoi. Ils continuent à dire oui, c'est la faute des autres, c'est la faute des autres. Nous, on est parfait, etc. C'est une horreur, quoi. C'est vraiment terrible. Et on se retrouve devant cette surdité globale et pas moyen d'en sortir, quoi. C'est ces sourds qui sont là, non, c'est comme ça, c'est non, j'ai raison, non, je garde mes trucs, non, j'ai tous mes acquis, je veux pas qu'on les perde, non, je veux pas partager, non, je veux garder tous les trucs, non, je veux pas partager les médias avec les gens du peuple, non, je veux garder ma place, je veux qu'on reste entre nous, non, je veux pas, etc., etc. Voilà exactement ce qui se passe. Et on avance grâce à ça vers la catastrophe qui est obligée en somme. Parce que devant la surdité, voilà, la révolution russe, elle vient d'une surdité, c'est tout. La révolution
toutes les grandes révolutions, tous les grands changements, les grands bouleversements sont là, le moment d'une surdité. Voilà, c'est devant des coups de butoir devant la surdité, et ça passe pas, et donc c'est la violence qui prend le pas. Avant la violence, il y a toujours la conscience qui se met, il y a toujours les paroles, dans tous les cas de figure. Dans 99,99% des cas de figure, quand il y a eu violence, avant, il y a eu tentative de résoudre le problème sans violence. Voilà. C'est tout le temps comme ça. D'abord, il y a la parole, on essaye d'éclairer, on essaye d'ouvrir. Là, il y a des gens qui essayent de dire ça suffit, c'est pas possible, l'injustice, etc., etc. Mais voilà, les dominants ne veulent pas lâcher, l'oligarchie ne veut pas lâcher prise. Et donc, soit ils seront obligés de lâcher prise par la vieillesse et la mort, voilà, pas par les décennies qui vont les virer, cette mentalité vieillissante, trop vieille maintenant, soit ça sera quelque chose de violent qui sera obligé de les faire sortir, dégager pour laisser place à autre chose. Et malheureusement, la violence n'est pas la meilleure solution pour le peuple. Voilà, c'est parce que je risque pas de préconiser la révolution, parce que, à mon avis, le peuple, derrière la révolution, il y a toujours un retour à l'ordre hallucinant, quoi. Et c'est pareil que dans l'art, après la grande révolution entre 1910 et 1920, voilà, avec le cubisme, l'abstrait, ces grands mouvements qui vont à fond les ballons dans une extrémité, dans quelque chose de la liberté. Ils amènent une sorte de liberté absolue. Duchamp met un chiotte, il expose un chiotte. Malevich, il expose un carré blanc sur fond blanc, sur fond noir, un carré noir sur fond blanc, etc. Il y a des choses extrêmement puissantes qui sont là, et derrière, il y a, après, dans les années 30, il y a un retour à l'ordre. Picasso qui fait les Demoiselles d'Avignon, etc. Toutes ces choses-là, puis Picasso qui revient, qui ramène un retour à l'ordre. Et il y a toujours ce truc. Alors dans l'art, c'est de la douceur, les retours à l'ordre, mais dans le système politique, c'est violent. Voilà. Derrière la révolution française, il y a la violence, puis il y a Napoléon. Un retour à l'ordre direct derrière. Derrière les Russes, il y a un retour à l'ordre qui est la dictature du prolétariat incarné par Staline. Derrière la victoire du Che Guevara et de Fidel Castro, il y a Fidel Castro qui s'impose et qui impose une dictature. Voilà, derrière, c'est ça le problème. Pour le peuple, c'est pas favorable. Alors, il morfle. Bon, alors après, quand il morfle trop, ben, évidemment, il vaut mieux qu'il morfle un bon coup, même si c'est violent, mais que ça enlève, ça fait tomber l'aristocratie qui oppressait complètement le peuple, qui s'en occupait pas, le peuple, il était sous la coupe. C'est hallucinant. Là, je lis aussi un livre sur la paysannerie en 1600 et quelques dans ces années-là, mais c'est hallucinant comment ils étaient, c'était des fétus de paille, quoi. Les militaires, il y avait donc les aristocrates allaient faire la guerre un peu partout, Louis XIV, etc. Donc ils engendraient une quantité de militaires, de soldats, de types qui étaient après lâchés dans la nature ou qui étaient cantonnés à tel endroit et qui faisaient ce qu'ils voulaient, qui pillaient, qui violaient, enfin c'était une catastrophe, quoi.
et qui entraînait la révolte des paysans systématiquement. Mais c'était incroyable, ce truc. Et donc, ça devait monter jusqu'aux oreilles des aristocrates, mais ils ne voulaient pas l'entendre. Ça montait aux oreilles des aristocrates qu'ils abusaient trop de leurs employés, de leurs serfs, de leurs, etc. Et que c'était fini ce temps de possibilités. Mais ils ne voulaient pas lâcher prise. Ça devait monter à l'esprit du patronat en 1850, 60, 70, d'entendre les ouvriers qui disaient il y en a marre de faire travailler, que les gosses travaillent à partir de 6 ans, que les femmes travaillent, qu'on travaille 7 jours sur 7, qu'il y ait tous ces accidents du travail, qu'on ne soit pas protégé, que vous nous fassiez vivre dans des taudis, que vous nous maltraitiez, etc., que vous nous tapiez dessus, que vous nous tuiez quand on fait des grèves. On en a marre. Bon, eh ben, c'est la surdité, a entraîné, ils mettaient la violence, ils engendraient la violence, donc c'est pour ça. Et donc derrière ils arrivaient à maîtriser le truc, mais ça a fait la révolution russe, ça a fait, etc. Et derrière la révolution russe, eh ben, l'ensemble des pays a dû s'étaler sur ce qui se passait quand même derrière, sur tous les acquis sociaux qui apparaissaient en URSS. Et ben le capitalisme, il était obligé de lâcher la bride, de bien payer ses ouvriers, etc., etc., parce que derrière, sinon ça faisait monter le communisme en Europe, en Occident. Et donc, ils étaient obligés de bien se comporter. Donc, la révolution, elle a été nécessaire, elle a tiré l'ensemble vers le haut. Mais ça a été au détriment d'un paquet de la liberté du peuple, ça a été au détriment de tout un tas de choses en Russie, voilà, qui ont été aussi négatifs, mine de rien. Voilà. Bon, et ben, pour la spiritualité, ça sera sur la prochaine vidéo, peut-être, on verra. Voilà, merci de votre écoute, et je suis désolé de cet état un peu de révolte, mais je suis pas révolté parce que je vois le monde vraiment tel qu'il est, enfin, je ne sais pas si je le vois tel qu'il est, je le vois tel que je le vois qu'il est, mais j'essaye d'être le plus juste possible pour apporter un éclairage un peu différent et qui ne serait pas blanc et noir, et d'aller vers cette partie grise qui est pour moi le central et qui est le bon endroit pour gouverner, à mon sens. Voilà. Et pour gouverner tout ce qui doit être gouverné, un pays, une entreprise, voilà, un village, une ville. Voilà. C'est à ce niveau-là que ça doit c'est dans le centre que ça doit se gérer. Les deux extrêmes sont nécessaires, sont même vitales sans doute, peut-être. Mais ils sont vitaux pour pour être les mouches du cocher. Peut-être. Mais bon, ça c'est un point de vue. Mais je pense que le peuple est plus heureux dans une position comme ça. Mais une position comme ça, qui est respectueuse du peuple. Parce que ce qu'on vit là, qui est centriste depuis, on va dire, depuis Mitterrand, depuis cette époque-là, c'est une sorte de gouvernance au centre, mais qui abuse du peuple, donc qui est extrême. Extrême, on pourrait dire extrême libérale, donc voilà, qui est dans une extrémité capitalistique, un extrême libéral. Et ça, c'est pas bon, c'est pas centriste. On n'est pas au centre depuis cette époque-là. Tous les chefs d'État qui sont passés n'ont jamais gouverné réellement au centre, c'est pas vrai. Et pas au centre social non plus, surtout pas. Voilà, et ni de l'autre côté, ni d'un côté, ni de l'autre.
Donc que ce soit Mitterrand, Jospin, Chirac. Bon, Chirac, hein, peut-être, à la limite, c'était le seul qui est... Bon, à mon sens, hein, je sais pas. Voilà, mais après, tous les autres, tous les chefs d'État qui sont venus derrière, on peut, peut-être même, disons, dans les années 80 encore, on était dans une sorte de... L'oligarchie n'avait pas pris complètement le pouvoir. Il était en train de prendre le pouvoir, mais il ne l'avait pas totalement pris. Mais à partir des années 90, ça a été voilà, une gouvernance à l'extrême des extrémistes libéraux. Voilà ce qu'on pourrait dire, à mon sens, de ça. Voilà. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à critiquer ce que je dis. Moi, ça m'arrangerait pour, voilà, pour être un peu moins, peut-être un peu moins binaire, parce que je le suis aussi malheureusement. Je défends un peu la place des ouvriers, du peuple, voilà, des gens qui souffrent. C'est ma nature, je ne peux pas. Alors que les dominants sont tout autant à défendre, à soigner, parce qu'ils souffrent de la même manière. Et, voilà, et je crois que c'est Hegel qui a bien montré que l'esclavagiste, il est, c'est pas l'esclavagiste, comment il appelle, le maître, voilà, le maître, il souffre même plus que l'esclave en réalité. Et je pense que c'est le cas. Je pense qu'ils sont pas enviables, hein, ils ont quelque chose, il leur faut une sacrée couenne pour tenir le choc dans leur truc. Et c'est pas une belle vie, quoi. C'est pas une, même si ils ont tout l'argent pour profiter, entre guillemets, de la vie, mais ils sont pas plus heureux qu'un moine tibétain dans son monastère, ou qu'un ascète hindou à la croisée d'un chemin, ou voilà, ou qu'un mendiant, qui fait la route là en Europe, en France, et qui est bien, qui peut être bien s'il ne souffre pas, s'il n'abuse pas de choses qui lui font du mal, l'alcool, les choses comme ça, mais et voilà, qui par cette liberté de ne rien posséder et de pouvoir vivre une vie comme ça, peut-être qu'il est plus heureux. Voilà, par exemple, c'est possible. Bon, c'est relatif. On n'a pas encore créé, mais ça viendra, parce que dans la finalité de l'humanité, dans la perfection de l'humanité, nous serons, à mon sens, tous des nomades. On n'aura plus besoin de rien, de rien posséder, donc on pourra se contenter de vivre, de jubiler, de vivre le moment, l'instant, la rencontre, voilà, la vie avec autrui, et partout où on ira, il y aura voilà, ce village, il sera mis à disposition de l'ensemble. Il n'y aura pas la possession, il n'y aura plus, mais il faudra du temps, évidemment, il faudra peut-être encore 200, 300, 500 ans, 1000 ans, je ne sais pas, mais on arrivera à ce moment où ça sera comme ça. Et bien, partout où on se promènera, où l'homme se promènera, il sera accueilli, il sera, voilà, il aura le gîte, le couvert, tout à fait, la paix, la sécurité, voilà, partout sur les chemins, partout où il sera, il vivra cet état de paix, parce que on est heureux sans rien, en n'ayant que le minimum. C'est clair, pour l'avoir vécu, senti, c'est peut-être le plus enviable des choses. Bien sûr qu'il y a du plaisir à avoir des choses, à posséder, à se laisser aller, etc., à ne pas avoir aucun souci, etc. Mais
il y a un plaisir qui est bien plus intense parce que l'esprit, il est totalement disponible pour la contemplation, pour l'amour, pour l'instant présent, pour le moment, pour voir, pour ressentir, pour prendre, pour respirer, il est totalement présent quand il n'a plus rien. Mais il faut que l'humanité arrive à offrir à chaque être humain la possibilité de n'avoir plus rien sans manquer de rien. Voilà, sans manquer de tout le nécessaire, partout où il se trouve. Et ça, l'humanité parviendra à l'offrir à l'ensemble de l'humanité. J'en suis convaincu. Et dans ce but, même si ça doit durer 1000 ans, avant d'y arriver, je tiens à être présent. Donc je vais essayer de vivre 500, 600, je ne sais pas, 700, 800 ans là, pour voir tout ça de mes propres yeux. Donc je tiens à avertir tout le monde. Je veux vivre comme dans la Bible. Voilà, c'est... Bon, et ben merci de votre écoute et à très bientôt si Dieu veut.